après nous, on a discuté tous les trois et on s'est dit, enfin avec Issa Tous les aussi, quatre, ouais. tous les quatre, et on s'est dit, on a ces trucs en commun. Moi, j'avais envie de tenter l'aventure depuis longtemps sur Twitch parce que je trouve que c'est un média, une plateforme, pardon. Très intéressante et surtout depuis, ça va faire quoi, 3-4 ans, je vois qu'il y a de plus en plus de chaînes Twitch qui se développent autour de la culture, qui se développent autour de l'échange, qui se développent autour parfois de la politique, de l'actualité. Il y a une nouvelle place qui est en train de se créer et je ne l'ai pas trouvé ici en Afrique et je me suis dit pourquoi on ne serait pas à l'initiative de ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y. Évidemment que là vous nous voyez tous les trois, vous verrez aussi Issa. On aura chacun chaque semaine un créneau de 2-3 heures, donc tout le monde va tenir des émissions, va tenir parfois des soirées, parfois des streams IRL. On a vu un peu comment faisait notamment Papsan. On s'est dit que ça serait intéressant de tenter l'aventure. Intéressant, surtout ici à Dakar. Je peux poser la question, c'est qui Papsan? Papsan, c'est... Papsan, c'est un streamer, influenceur de la diaspora sénégalaise. Un français, mais de la diaspora sénégalaise. Je ne le connaissais pas. Lui. Donc, en fait, lui, il stream qui est dans la rue, il rencontre des gens, il fait des trucs... il faut que je voie vraiment ça. chill. Et c'est sur Twitch aussi qui fait ça? Ouais, et après, il met les rediffs sur YouTube. Je ne le connaissais pas du tout, lui. Un peu KSC Note, mais lui, il est vraiment chill. Vraiment chill. Il a le côté masla sénégalais, tu vois. Exactement. Et en même temps, sénégalaisement, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout peur d'aborder les gens. Ouais. Du coup, le gars, il est comme un poisson dans l'eau. Dès qu'il est dans la rue, il crée des interactions très très vite. Il a son appareil photo aussi, il fait de la photo de... Et puis, il est trop dans l'univers aussi des mangas et tout. Donc, et souvent, il est en Corée, hein. Ouais, il bouge partout en fait. Lui, maintenant il cartonne sur Twitch, il cartonne sur les réseaux globalement. Là, il était invité, ça y est, il fait des partenariats dans la mode, il était à Tahiti il n'y a pas longtemps. Ça, c'est très intéressant. Et il fait des rencontres très singulières. Vraiment de fous, des fous. Même moi, je me dis comment. Moi, je pense que c'est scénarisé et tout. Non, pas du tout. Quand il rencontre des gens, on s'est dit, ah, mais. Comment il a fait pour... Mais lui, il dit, ouais, c'est comme ça, il faut Tu vois le truc dans Jojo Bizarre Adventure, des stands qui s'attirent entre eux. Il y a un truc comme ça. Tu sais pas pourquoi. À chaque fois, il se passe des dingueries. Ah ouais, c'est fou. Et du coup, l'idée, c'est de reprendre un peu ce format aussi. A priori, ça sera plus Issa qui va assurer ça. Donc Issa sera là pour vous embarquer dans les rues de Dakar, mais pas que. Il sera peut-être aussi en Casamance. A priori, on est en train de faire des tests, hein, donc là, vraiment, c'est le début. Soyez indulgents avec nous. On ne sait pas si tout va rouler, etc. A priori, oui, je crois. C'est aussi pour ça qu'on a appelé ça Domoulag, pour faire un pied de nez, pour dire que maintenant, aujourd'hui, il y a de la 5G, il y a une bonne connexion globalement en Afrique de l'Ouest, en tout cas. Et que tu peux commencer à faire du stream ici en fait. Donc on va être un peu, je crois, parmi les premiers à tenter cette aventure-là. Ah ouais. En tout cas, je pense qu'au Sénégal, on est les premiers à tenter une aventure comme ça déjà. Voilà. Avec humilité. Avec humilité. Avec humilité, mais avec beaucoup d'envie. Et beaucoup de conviction. Beaucoup de conviction en espérant, justement, comme je disais juste avant, à Dakar, il y a ce propre d'avoir un melting pot de gens de partout. Et notamment beaucoup aussi évidemment de Dakarois, de Sénégalais, etc. Mais il y a plein de gens intéressants ici. Et il est très 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 probable, il est vraiment fort probable qu'il y ait régulièrement des gens, que ce soit des artistes, parfois des intellectuels, parfois des organisateurs d'événements, parfois des entrepreneurs qui soient invités sur les streams ici. Donc vous verrez pas mal de gens. On espère que ça va être un gros lieu d'échange aussi. C'est à ça que sert ces micros, etc. Et on s'est dit qu'il y avait un truc à faire à partir de ça. Il y a tellement de gens, de profils intéressants qui sont ici à Dakar, que je pense un peu que ce serait bien un peu que dans une plateforme un peu comme Twitch, qui est un peu un autre public un peu par rapport à ce genre de personnes-là, d'être exposé un peu par rapport à ça. Et comme ça pourra montrer un peu tout ce qui se passe un peu. Parce que moi, je pense que le Sénégal et surtout Dakar, c'est une ville très culturelle, déjà dans son histoire. Puisque je pense, si je ne me trompe pas, que le président Senghor, c'est quelqu'un qui avait vraiment, c'était parmi ses créneaux dans sa politique déjà à l'époque, que la culture soit très centrale ici, très centrale dans le pays. Donc il y a tellement de choses que je pense qu'on peut
partager par rapport à ça un peu au monde, un peu par rapport au truc du Sénégal, et qui pourrait peut-être un peu casser un peu les clichés un peu qu'on peut avoir un peu de ce pays-là. Donc, moi, je trouve que c'est une très bonne idée, que franchement, voilà, j'espère que vous allez kiffer autant que nous, on va kiffer. Vous allez Tchéboudienne, comme on dit. Vous allez Tchéboudienne. Vous allez Damalabek. Damalabek. Je crois que ça veut dire je t'aime, mais bon, bref, je parlais il y a des choses qui se passent un peu sur le chat, je voyais. Non, là, globalement, c'est le désert de Mauritanie. Bon, il y avait Turbo, il avait dit. Turbo Babou qui nous a envoyé de la force. Ouais, il a dit. À vous, Thomas, t'as parlé Lingala quand t'as raconté. Non, ouais. Comment Nayonani? Non, bon, il a fait. Mais moi, je lui ai dit carrément, direct, j'ai dit, hey Thomas, moi, je parle pas les Lingala. Il a dit, comment ça? Moi, j'ai dit, hey, moi, je parle les Swahili, moi, je viens de Lubumbashi, il était vraiment étonné. Les gars, le Congo, ça fait quasiment la taille de l'Europe, voire c'est même plus grand, hein, on se rend pas compte. Mais de lui, par rapport à Kinshasa, mais il y a un monde qui les sépare. C'est pas du tout le. On m'a dit que c'est très grand là-bas. C'est énorme. C'est énorme. Énorme. Et puis les gens qui voyagent en bus vers Kinshasa, bon, après, il y a des routes qui sont pas. Je sais même pas comment tu fais ça. L'histoire non, dans ce pays. Donc, ils font 1 mois jusqu'à Kinshasa. 1 mois, imaginez. Et en plus, on est obligé de prendre avion pour aller dans la capitale. Alors que. Waouh! Ouais, non, là, c'est... le pays est tellement grand. Ouais, immense. Franchement, c'est un grand pays. Et quand je parle aux gens, surtout ici, les gens de Dakar, quand je les dis, moi, dans mon pays, je suis obligé de voyager toujours par avion. Et comment ça? Ben, c'est grand. Et en plus, le vol est assez cher. Hein. Il est assez cher parce que Congo, là... pour aller à Kinshasa, il faut aller en Éthiopie. Si tu prends Ethiopian Airlines. Oui, il y en a qui font ça. Wow. Non, mais t'as des vols Kinshasa, Lubumbashi, t'as des vols Goma, Kinshasa. Oui. Et c'est 1 fois par semaine. Ça peut être compliqué. Et souvent, ils sont reportés. Ouais, c'est grave. Donc, t'es obligé d'aller. Souvent, quand tu prends Ethiopian Airlines, souvent, ils partent en Éthiopie. Wow. Et après, tu reviens vers Kinshasa. Mais bon, c'est mon pays et on est habitué. Mais moi, attendez, hein, bon, d'ailleurs le Cameroun comme la RDC, je trouve que c'est des pays incroyables. Quoi. Ouais. Vraiment, malheureusement, il y a aussi beaucoup de problèmes dans ces pays-là. Oui, parce que les histoires sont très particulières. Mais la force, la culture, les trucs, c'est des pays... moi, c'est parmi mes pays préférés, quoi. Vraiment, il y a beaucoup de force comme l'autre. Surtout le Cameroun par rapport surtout à l'ouest, moi, je trouve. Ouais. Je trouve que l'histoire... c'est les grassfields. Ouais, quand tu vas à l'ouest et autres, et pourtant, bon, je suis de 2 tribus, Bassa et Bamileke, donc c'est un peu particulier. Mais l'ouest, je pense que c'est le coin le plus... par rapport à la verdure, par rapport à plein de choses. Pour moi, c'est le truc qui culturellement est beaucoup plus fort, je trouve. Pour moi, par rapport aux autres trucs comme on... J'ai vu que la zone dont tu parles, donc tu prêches un convaincu, mais j'ai pas vu les autres. Donc il y a d'autres zones encore, par exemple, si tu vas un peu vers les zones un peu comme Kribi ou Edea et tout, là, c'est beaucoup plus là où tu vas avoir beaucoup plus, puisque c'est là où il y a la Sanaga, la mer, la rivière, tous ces genres de trucs-là. Mais à l'ouest, il y a beaucoup de trucs. C'est même là où tu vas retrouver encore le mont Cameroun. Je sais pas, tellement de trucs culturels que je trouve qu'il est riche. C'est pour ça que je trouve que la culture Bamileke, elle est très riche, je trouve. Ouais. De ma perspective. En parlant du coup de vous, donc vos cultures, vos trucs de votre enfance, de votre coin, quoi. On y arrive, ça va être le sujet de ce stream aujourd'hui. C'était quoi votre premier souvenir d'internet dans votre vie? Ouais, bon, comme le petit, il est là. Donc moi, mon premier genre, c'était quand j'ai commencé, la première fois quand j'ai cliqué et cherché c'était quoi Facebook. Et du coup, j'ai dit à maman, j'ai créé un Facebook. Il m'a dit, est-ce que toi tu connais... Toi, c'était direct Facebook? Moi, direct Facebook. Il n'y avait pas de Google, il y avait pas... Moi, c'était direct Facebook. J'ai jamais connu Internet, aller sur Google comme ça. Non, mais t'as pas connu avant les bails MSN et tout pas ça? Pas du tout. Okay, moi, je suis en génération Z, donc du coup, je suis... ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. 2001. On a un Gen Z. Yes. Ouais, on va pouvoir parler à des jeunes ici sur cette chaîne. Donc, moi, c'était direct Facebook. Pourquoi Facebook? J'ai dit à maman, moi, j'ai créé un compte Facebook.
Il m'a dit quoi? Attends, t'avais ton portable ou t'as pris le portable de la famille? En fait, tu connais le portable Nokia là où il y avait. J'ai testé parce qu'il y avait. Souvent il y a des portables qui venaient de la Chine. Il y avait déjà Facebook intégré. Donc du coup, j'ai voulu savoir c'était quoi Facebook. Je suis allé cliquer directement, créer un compte, un truc comme ça. J'ai mis les trucs. Et puis je suis allé dire à maman. J'étais tellement excité. J'ai dit maman, j'ai créé un compte Facebook. C'était à l'âge de 12 ans, 10 ans. Il a dit tu connais Facebook? J'ai dit maman. Tu connais Facebook, c'est une... Et t'as créé ça pourquoi? Parce que t'as vu plein de gens autour de toi commencer à avoir des comptes Facebook justement? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'étais intéressé par ça. J'étais tellement intéressé par ça parce qu'il y avait un grand, lui était un peu éveillé par rapport à ça. Et puis il parlait de Facebook. Tu peux rencontrer des gens, tu peux faire ça. Lui en plus il m'a douillé. Non, sur Facebook. Tu peux être une star, tu peux regarder des vidéos, genre des animaux. Comme moi, j'aimais un peu des trucs là. Avant, c'était des disques. Tu étais obligé d'aller acheter, mettre dans le petit CD. Maintenant, il m'a dit, ok, moi, j'étais tellement excité de cliquer sur Facebook, rencontrer des gens. Mais non, quand j'ai créé Facebook, je suis allé rencontrer ça moi parce que j'étais excité. J'ai dit, quand même, j'ai créé quelque chose de grand. Moi, c'était waouh. Et puis, ma mère m'a dit, non, tu enlèves Facebook. J'ai dit, pourquoi, maman? Mais c'est là où... Là-bas, ouais, tu l'as convaincu genre, ou pas? Tu vois ça, genre, pas du tout. Non, elle a dit, dès que j'ai créé mon compte Facebook, j'ai donné, comment on appelle ça, mon âme au diable. Ah ouais, carrément. Ah oui, non, nous... Non mais après, cela dit, c'est vrai que quand les réseaux sont arrivés, c'était compliqué. Les darons, ils étaient un peu en mode, mais vous faites quoi là? C'est quoi ce délire? Ouais. Ouais. Pour moi, c'était ça, parce que ma mère, elle m'a dit, non, ça, tu m'enlèves ça, tu gardes pas Facebook. Et c'est drôle, ce qui est drôle, c'est qu'au prisme d'aujourd'hui, c'est nos parents qui sont maintenant les accros de Facebook. Bon, nous, on est passé un peu sur d'autres réseaux, mais Facebook est devenu vraiment le réseau des parents. Ouais. Exactement, c'était le premier contact avec l'Internet. Maintenant, après, vu que j'étais tellement intéressé avec les téléphones, je suis allé dans des cybercafés, maintenant connecté Facebook. Et là où t'es allé au cybercafé juste pour aller sur Facebook? Pour aller sur Facebook, comprendre c'était quoi Facebook. Ouais. Et là, un monsieur m'a dit, écoute, si tu veux aller sur Facebook, tu dois aller dans Google. Et dans Google, merci. Qui? Vous allez présenter des gens de vos pays respectifs. Des gens, c'est large. Oui, moi, je peux te présenter des gens dans mon... Ouais, Déjà, moi, j'ai pas compris la question. Si, par exemple, est-ce qu'il y aurait des personnalités un peu connues ok. Attends, si je dis pas de bêtises, à Lubumbashi qui est né là-bas Lou and the Yakuza. La chanteuse franco-congolaise. Ouais, je crois qu'elle vient de Lubumbashi. Est-ce qu'elle est née là-bas ou... Il me semble, ouais. Oh, d'accord. Mais moi j'ai un scoop pour vous. Tous les Congolais le savent. Jean-Claude Van Damme. Il est né à Likasi. Le passeport. Il est né à Likasi. Je pense pas. Il est né au Congo. Je sais pas. Depuis que je suis enfant, ils me disent Jean-Claude Van Damme, il est né à Likasi. C'est une légende un peu. Mais en fait, il y a tout un truc autour de Jean-Claude Van Damme et le Congo. On a dit à un moment alors, tu dois mieux me préciser le truc. Oui. Mais moi, je me souviens, j'étais au Congo et les gens parlaient de cette histoire de donner la nationalité congolaise à Jean-Claude Van Damme. Il y avait une histoire de passeport. Passeport diplomatique, oui. Il a rencontré même le président, ça c'est vrai. Non, sérieux, parce que moi, depuis quand j'étais enfant, on me disait Jean-Claude Van Damme, il est né à Likasi. Et il est né à Likasi. Et puis, il y a une dame qui me disait, tu sais que le film Jean-Claude Van Damme avec les deux jumeaux, genre le film, c'est Bloodsport? Non, Double Impact. Ouais, Double Impact. Ouais. Ils disent que ce sont des jumeaux, des vrais jumeaux qui sont nés à Likasi. Oh non, moi j'ai dit, mais c'est quand j'ai grandi, j'ai dit non. C'était Sur la page Wikipédia, ils nous disent Jean-Claude Van Varenberg, né le 18 octobre en Belgique. Mais alors, attends, on va faire modifier. Ce film-là a traumatisé. Commencer à modifier, évidemment. Parce que ce film-là a traumatisé toute une génération. Non, mais oui, moi j'ai entendu ça aussi. Les Congolais disent qu'il est né là-bas. Et effectivement, il y a une bataille avec Wikipédia. J'étais à deux doigts de changer la page. Et voilà, donc j'étais allé, comme j'ai dit, je reviens, donc j'étais allé sur le cybercafé. Et là, c'est le monsieur qui m'a dit, si tu veux aller sur Facebook, tu dois aller d'abord sur Google, et puis tu tapes Facebook, et puis tu entres. Et là, c'est quoi Google? Et puis j'ai tapé les noms de mes artistes préférés. Ah ouais, et là, c'est là où j'ai ma première connexion avec l'Internet.
Et Jean-Jacques, je pense, ou bien Thomas. Vas-y, Jean-Jacques. Moi, j'aimerais d'abord rendre hommage à plusieurs personnes déjà, parce que c'est ces personnes-là qui m'ont un peu ouvert le net. Des personnes qui s'appellent comme Henri Djiné, Lionel Moukam, les frères Moukam, je dirais les frères Moukam. C'est qui ça, les frères Moukam? C'est des amis au Cameroun, en fait. Ah, c'est des potes à toi? Oui, des amis parce que moi, quand tu me disais ça, j'avais l'impression que c'était une rêve que Non, c'est des amis. Moukam. C'était des amis, des frères jumeaux et tout. On attend JC Van Damme alors. Les frères Chemke, les frères trucs. Pourquoi? Parce que avec eux, quand j'ai commencé à traîner avec eux, c'était les gars qui partaient tout le temps dans le cybercafé pour télécharger des trucs, parce que comme on était des geeks de musique, tu vois un peu. Toi, le début du rapport, on va dire Internet, il est lié plus à la musique, quoi. Il est lié à la musique, et il est lié beaucoup plus à la musique d'abord. C'était vraiment parce que tu voulais chercher un peu des trucs inédits et tout. Et il y avait un mec là qui s'appelait Henri Djiné. Toute une bande en fait. C'était toute une bande. On va dire un peu, c'était un peu nous, on était un peu les geeks. On était un peu dans l'équivalent, ils habitaient un peu dans l'équivalent un peu des Almadies ici, qui est un peu le quartier UP qui était Bonapriso. Bonapriso, ouais. Voilà. Et tout. Et on partait dans les cyber un peu télécharger. Bon, il y avait une personne qui était concentrée pour télécharger soit des animés un peu sur uTorrent, genre Darker Than Black, les Devil May Cry de l'époque. Nos d'autres étaient concentrés pour prendre 2-3 albums qui venaient de sortir, et un autre des nouvelles vidéos de clips américains qui devaient sortir. Et comme c'était à l'époque où encore on devait concentrer, c'est-à-dire chacun prenait sa clé USB, il y avait un autre, la femme justement. Toi aussi, est-ce que c'était, vous aussi, c'était les clés USB noires là? Attends. Comment? Oui, je crois que c'était ça. Un peu en forme de tube. Oui, je crois que c'était ça. Après, il y a un petit qui molette à côté. Oui, je pense. Ça, c'est vraiment un objet. Ça là. Ouais, c'est exactement ça. Oh là. Exactement ça. C'est ça, mais pour moi, c'est Madeleine de Proust direct. Non, Tellement de j'ai une anecdote par rapport à ça. Exactement. J'avais volé de l'argent pour ça, pour aller acheter ça. Non, c'était carré. Ça. Ouais. C'était exact. Moi, je me souviens vraiment de goûter à cette sensation de liberté extrême. Voilà. Oui. Nouveau. Genre on a franchi le mur du son de la technologie. Aujourd'hui, j'ai ça. Genre déjà, je mets la musique que je veux à peu près dessus. Et j'écoute comme ça là avec ce petit objet. C'était incroyable. Parce que vraiment, c'était vraiment par rapport à ça. Et comme on était, je ne dirais pas une bande on peut dire un peu une bande de pirates un peu et tout. En fait, Internet. Internet un peu, ça m'a permis un peu, quand je parle d'Internet, Internet c'était un peu l'ouverture un peu à certains trucs d'information, comme un peu sur les trucs de musique qu'on aimait, et les animés qui étaient un peu très difficiles à voir un peu, parce que tu n'as pas les gens qui voyagent beaucoup, parfois s'il y avait des gens qui voyageaient, tu pouvais avoir certaines choses, mais quand tu avais Internet, ça a cassé un peu ça. Tu pouvais te dire, ah ok, il y a le truc qui est sorti de tel, on peut l'avoir si on se concentre, on prend des torrents et tout. Toi aussi, t'étais Team Torrent. Oui, c'est uTorrent. T'as eu avant ça, est-ce que toi, chez toi, à Douala, du coup, toi, t'avais un ordi fixe? Il y avait un ordi à la maison? Il y avait un ordi fixe, mais on n'avait pas le net. Ok. Mais on partait toujours au cybercafé. Et quand on partait au cybercafé, on devait partir parce que nous, on n'habitait pas à Bonapriso. Nous, on habitait un peu à un quartier qui était l'équivalent de Sacré-Cœur, qui était un peu Ndogbo. Et nous, on partait toujours le matin pour aller à Bonapriso parce que la connexion du cybercafé de Bonapriso était top. Oui, tu vois un peu. Était top et tout. Donc, on partait là-bas. Généralement, on faisait toute une journée pour télécharger. Donc, il y en a un qui allait sur Facebook et l'autre, c'était plutôt pour... Non, c'était pour télécharger. Toi, t'as pas... Avant ça, t'as pas connu la phase avec Imul? LimeWire et tout ça. LimeWire c'est venu après, mais vraiment Imul, le premier logiciel de téléchargement en peer-to-peer. Non, j'ai pas. Imul, ça te... Pas du tout. J'étais pas totalement dans Imul. Après, Ares peut-être. En fait, je pense, mais peut-être qu'il y a des gens beaucoup plus informés que moi sur le chat ou qui verront cette vidéo. Mais c'est aussi que Imul c'était le premier, mais par exemple pour télécharger un album ou un film, il fallait laisser l'ordi tourner quasiment une soirée en fait, voire des jours entiers. Le truc d'Emule, pour moi, c'était Ares. Ouais, peut-être. C'était le Emule, ce que tu appelles. Il y avait un ami, je le fais encore, qui s'appelait Lenduka, c'était Ares. Tu tapais un nom
Et par rapport, par exemple, à un film ou un clip vidéo ou un album musique, ça restait, c'était... T'avais les trucs à portée de main comme ça. Et ça restait, tu attendais 3 jours, 6 jours. Oui, c'est ça. C'est 6 jours, 7 jours. Si long. C'était et moi, je me souviens des gens qui étaient trop concentrés dans le truc des cyber et tout. On partait acheter par musique. Genre, on achetait par musique... deux musiques, c'était 100 francs. Donc on allait payer. Si c'est l'album des... Moi, j'ai jamais payé. Moi, j'ai payé. Oui, moi j'ai payé. Toi, tu venais quoi? Avec une clé USB, on te donnait ça comme on te vend un peu le pain. Exactement. Maintenant, tu dis, moi je veux les sons de La Fouine, tel son. Il me met les trucs et puis... Alors les gars, c'est marrant ce que tu dis là parce que ce système tel que tu le mentionnes, il est toujours il est présent à Cuba. D'accord. Moi j'étais à Cuba il y a donc 6 mois de ça. Et t'as encore, donc tu vas dans la rue et t'as comme une épicerie digitale avec un mec qui a un ordinateur. En fait à Cuba il faut voir que la connexion internet elle peut être par moments assez compliquée et qu'il y a aussi un peu un contrôle sur ce qui rentre et ce qui sort du pays au niveau de la culture. Et du coup c'est carrément une boutique, tu mets ta clé USB, ça s'appelle le paqueté Semanial. Je le prononce mal mais quelque chose comme ça, bref le paqueté. Ils disent le paqueté là-bas. Et vraiment, t'es là, le gars, il sort tout son catalogue, tu prends le dernier film, tu prends le machin, tu prends l'album de trucs. Et en fait, ce qui est drôle en plus, c'est qu'il s'apprévisionne avec des disques durs externes. C'est des Cubains et des étrangers qui viennent à Cuba, qui arrivent avec des gros disques durs. Ils ont téléchargé à bloc les derniers trucs du moment. Ils les filent aux gars dans les boutiques, qui se les refilent entre eux. Voilà, du coup, ça me faisait penser... C'était un peu la même logique. Oui, c'était un peu la même logique, mais du coup, moi le problème c'est, dès que tu viens de parler des Cubains, je suis encore étonné, ça existe aujourd'hui. Encore au Congo, ça existe. Qu'est-ce qui existe encore? Des trucs encore de musique, tu pars au cyber, et comme il parle d'épicerie, de trucs comme ça, tu demandes la musique que tu veux, vidéo, film, comme tu veux. Les gens, ils font ça encore au Congo, dans certains web, parce que... Mais nous, on n'achetait pas. Moi, je n'ai jamais acheté 0 francs. Moi, c'était pareil, j'achetais pas. C'est-à-dire que j'imagine que c'était un peu... on devait avoir le même truc. Avant même le côté baladeur MP3 et tout ça, il y avait déjà... Moi, j'ai eu pareil. Ce qui est marrant, et en fait, ce que je trouve fou, et ça a du sens aujourd'hui sur la chaîne Domoulag, qu'on se retrouve, par exemple, tous les trois ensemble. Moi aussi, en France, de la même manière, le truc des cybercafés, c'était l'endroit, on sortait des cours et on allait là-bas pour geeker à Counter-Strike, là, se mettre des énormes headshots, etc. Je sais pas si vous c'était plus toi réseau. Non, moi c'était pour... Il fallait choper le plus de trucs possible. Nous, c'était Dofus. Il y avait ce jeu-là, un jeu français du studio Ankama qui a vraiment marqué ma génération. D'accord. C'est un jeu vidéo en ligne qui existe toujours. Il y a encore même beaucoup de gens qui jouent à ça. Genre, je peux dire que vous voyez Squeezie. Squeezie, c'est un enfant de Dofus, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pour ça là, moi j'ai du retard un peu avec. Oui. Quoi? Non, il y a un message de, je ne sais pas ce que c'est du tout. Je pense qu'il y a des bots ou des. Bref. C'est pour cela moi j'ai un peu du retard avec le truc de qu'est-ce que je vais dire, le truc en fait truc de anime tout, j'ai un peu du avec des jeux et tout, j'ai un peu du retard par rapport à ça parce que chez nous l'internet il était là mais avec du retard parce qu'il y avait toujours ces freins là. On te dit non, ne pars pas sur internet, il y a ça, donc tu te retires aussi, tu écoutes tes parents, il y a du internet, tu vas vendre ton âme au diable, tu vas parler avec le diable, tout ça. Ça entrait dans... Ça joue un peu psychologiquement. Vous voyez pas. Dès que tu dis à quelqu'un, je viens de l'internet, je viens sur Facebook, je viens de faire ça, c'était toujours compliqué. Ouais, c'était compliqué. Et aussi, ça joue aussi les hommes religieux jouent aussi par rapport à ça. Donc, ils prêchaient l'évangile par rapport à ça. Donc, il y avait tout de suite un rapport très ancré avec la religion. Très ancré avec la religion. Tout ça, ça venait par rapport au pasteur qui disait non. Vous savez, c'est quoi déjà la connexion? C'est une sirène qui a des serpents qui se connectent. C'est pour cela que vous avez... Et le comble, c'est qu'aujourd'hui, ces mêmes pasteurs-là, ils font leur bise grâce au réseau. Grâce au réseau. Donc, du coup, c'est ça qui a un peu... qui nous a un peu ralenti. Moi, c'est quand je suis venu ici au Sénégal, je me suis un peu ouvert. Vraiment, pour dire vrai. En 2015, 14 comme ça, je me suis un peu ouvert par rapport à ça et puis j'ai vu vraiment, donc c'est ça Internet.
c'est là où j'ai commencé à me concentrer, un peu m'intéresser, comme tu dis, à des jeux, à ça. Et aussi, ce que je voulais ajouter, avant, si je n'avais pas d'argent pour aller chercher de la musique, j'écoutais la radio. Et du coup, par exemple, si les chants des Maître Gims passaient, j'ai enregistré. Sur le micro, genre. Sous les micros. Et puis là, quand c'est fini, Bob, j'ai ma musique et j'ai pas besoin d'aller. Je pense que j'ai dû faire des trucs comme ça aussi. Donc voilà, moi j'ai un peu du retard avec l'internet, mais quand même j'étais curieux, j'étais vraiment curieux et voilà. Et du coup. Et t'avais un truc à rajouter, Jean-Jacques? Non, c'était ça. Hein. Toi, il y a eu la musique. Il y a eu la pas musique. Du tout le jeu vidéo. Les jeux vidéo, c'était pas parce que bon, on avait la chance que nos parents nous achetaient plus ou moins les jeux vidéo. Donc, je suis un peu privilégié dans la vie. Et on avait les jeux vidéo, c'est pas le net qui a été notre truc de jeux vidéo. Non, c'était beaucoup plus parce que pour le rapport, pour la musique. Et après le cinéma, mais surtout ces deux éléments-là. Il y a Mandel Toto qui dit pourquoi ils voulaient pas que vous alliez sur Internet. La peur de perdre leur pouvoir sur vous. Ouais, je pense. Ah ouais, tu pensais ça? Moi, je pense un peu, c'est toujours un procédé pour c'est un peu le truc de pouvoir un peu, mais je pense aussi il y a un peu un effet de manipulation un peu. Ben oui, moi je pense c'est un peu ça, et je pense aussi c'est parce que eux aussi faisaient pas des trucs forcément catholiques là-bas, qui se disaient est-ce qu'ils vont pas faire, parce que les gens font la projection. Dans ce sens-là. Tu vois un peu, les gens font la projection. Tu sais, les gens, c'est quand ils disent que non, là-bas, c'est parce que eux ils le font. C'est de la projection. Donc moi je me suis dit, ils se sont projetés, ils disent que si nous on fait ça, combien de fois alors les enfants là vont faire encore des bêtises. Tu vois un peu ce que je veux dire un peu. Donc je pense que c'était pour ça. Et puis c'est un peu un effet de manipulation et de contrôle. De peur de lâcher, d'avoir des gens qui ne peuvent pas les contrôler. Mais moi je pense que ça partait un peu loin. Ça partait un peu loin parce que arriver à un niveau de dire que quand vous vous connectez, tu envoies un message sur Facebook à l'autre personne, à l'autre bout du monde, quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, parce qu'il y a une sirène avec des serpents qui transmet. Mais ça part. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour diaboliser les choses, le truc un peu. Mais bon. Mais regardez aujourd'hui, c'est la même chose avec l'intelligence artificielle. Même moi, j'ai banalisé ça. Je me dis, quand même, il faut doser avec ça, mais. Je commence à... Moi, j'ai des vraies craintes sur l'intelligence artificielle. On dose, donc... Moi, je pense que quand il y a une technologie qui vient et tout, même si je vois les craintes qu'il peut avoir un peu par rapport à... On s'adapte, c'est tout. Je pense qu'il faut toujours essayer de plus ou moins s'adapter. Ouais, mais c'est la première technologie qui surpasse l'humain qui pourra elle-même créer de la technologie. C'est-à-dire qu'on perd complètement, nous, notre positionnement là-dedans. Au moins, Internet, c'est nous qui manipulons l'outil. Là, l'outil va créer de l'outil. C'est-à-dire que nous, dans l'équation, je pense quand même que rien n'est plus puissant que l'humain. Ouais. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle peut faire le truc et tout. Ce qui est bien dans les créations que tu vois, que ce soit artistique, cinématographique, ça, je vais revenir là-bas, c'est que l'intelligence artificielle ne pourra pas te donner la touche humaine et autres et tout là. D'accord. Même quand tu l'utilises, l'IA et autres et tout, ce qui fait que l'IA a une touche intéressante c'est qu'il y a quand même une impulsion humaine. C'est-à-dire que par exemple, je me fais souvent des jeux où j'écris, j'imagine des scénarios. Par exemple, je dis ok, je vais essayer de mixer un peu le scénario de coup de tête avec Rocky. Je vois un peu le truc que ça me sort. Tu vois un peu. Mais maintenant, c'est moi avec les indications, les trucs qui apportent un peu de la vie à autre. Je sais pas si je sais pas si vous connaissez ce mec là. Bon, je pense que toi tu le connais, Paul Schrader. Je sais pas si tu as entendu parler de lui. Non, pas du tout. Bon, tu as déjà regardé des films de Scorsese, les Taxi Drivers et tous ces trucs là. C'est lui qui les a écrits. C'était le scénariste. Donc. Oui, c'est le scénariste de Taxi Driver. American Gigolo, c'est un film qu'il a réalisé. Bon, bref. Et lui-même, il disait que il y avait une interview de lui que j'ai vue dernièrement, il y a juste quelques mois. Il disait, il a essayé un peu de tester un peu le truc avec ChatGPT, un scénario qu'il pouvait imaginer en mixant un peu des influences de 3 films, 4 films qu'il connaissait, tu vois, un peu. Il dit, ça l'a pondu le meilleur scénario de sa vie. Il dit, franchement, pour un scénariste, on n'a plus besoin de se casser la tête vraiment pour se faire
parce que ça nous fait avancer le temps. Ouais. Maintenant, il y a l'impulsion humaine de chercher des références, de chercher des trucs, de souligner et autres et tout, et apporter des modifications. C'est ça qui rapporte la touche sur les choses. Dans l'être humain sera toujours au centre des choses, même quand la technologie... Moi, je t'avoue être assez sceptique. Enfin, pour le coup... Toi, tu es sceptique. Hein. Ah ouais. Non, moi, je disais ça. Au départ, là, dans les années à venir, là, ça va aller. Mais moi, c'est vraiment... Je parle dans 15, 20, 30 ans. Ouais, ça va être... Non, mais... On n'est pas prêt. Ce qui va arriver, là, je pense qu'on mesure pas ce qui va se passer par la suite. En bien comme en mal, potentiellement. Mais les gens n'ont pas conscience qu'on vient de franchir encore un nouveau cap. Et que, moi, je parie même que dans, même pas quelques années, dans 1, 2 ans, etc., je veux dire, même l'IA sera au centre de la place politique. Il y aura des groupes politiques anti-IA, des groupes politiques pro, mais en tout cas, elle sera vraiment dans le cœur même. Moi, c'est la première... Comment ? Skynet est là. Ouais, moi, les trucs de la science-fiction, c'est pas pour rien que depuis 30 ans, 40 ans... James Cameron avait prévenu Skynet. Ils sont tous en train... Moi, je suis d'accord avec ça parce que, pas totalement d'accord, mais il y a un truc qui est là. Dernièrement, il y avait la polémique avec ChatGPT. Avec Miyazaki. Ouais, ChatGPT 4 et tout. Oui, les graphistes déjà, ouais, c'est fini, on est foutu, je suis au chômage. Mais écoutez, moi, je suis infographe. Mais toi, tu es infographe. Je sais pourquoi ça, c'est. Moi, je sais que ChatGPT ne peut pas faire certains visuels que j'ai fait. Pour l'instant, mais c'est qu'une question mais c'est une aide. Pourquoi ? de Parce secondes, que souvent, moi, je ne sais pas dessiner. Je ne sais pas du tout dessiner. Souvent, j'ai besoin de certains trucs que je ne peux pas. Il faut aller sur Pinterest pendant des heures pour trouver. Mais tu viens, tu demandes à ChatGPT, moi, je veux ça. Tu me fais. Et puis, je prends l'image, je vais les travailler à ma sauce, à ma guise. Et j'ai fait. Mais pour dire que ChatGPT, pour le moment, peut remplacer des designers, des graphistes. Non, je pense pas. En fait, ce que je dis, c'est que dans les 5 prochaines années, ça va être que du positif. Mais à un moment, on va arriver à un truc où, moi, c'est ce que je pense, les accès aux IA vont être peut-être de plus en plus difficiles, notamment en serveur. Il y aura quelque chose de l'ordre de les plus privilégiés pourront avoir les meilleurs outils d'IA. Aris, tu as déjà vu Terminator ? Terminator, ouais. Bon, je n'ai regardé un jacassé comme les Sénégalais. Les premiers, le deuxième, parce que le film annonçait déjà ce genre de truc là. Avec la peur de l'IA, avec le truc de Skynet là. Il faut juste s'adapter avec Matrix, hein. Mais Matrix, tout c'est juste s'adapter. Moi, je pense qu'il faut juste s'adapter. Moi, je m'adapte. Avant, j'étais trop réticent par rapport à ça, mais moi, je m'adapte actuellement et je suis plus rapide. Dans mon travail, je suis vraiment rapide. Moi, je pense que les gens qui ont peur, c'est juste qu'ils ne veulent pas s'adapter avec les... Mais je vois quand même la perspective de Thomas quand même, parce que ça peut même comme tu dis, sur les trucs partis politiques, déjà qu'il y a déjà les trucs sur les photos déjà modifiées, on arrive à modifier des photos, on peut faire des photos de quelqu'un. Même les usurpations d'identité, ça peut arriver un peu à un niveau. Et maintenant, imagine un peu que ce truc-là devient vraiment immensement autonome. Ouais, ça me fait peur. Ça, tu vois, imagine, ils disent que non. Tu dis, bon, je tape le truc et OTT, il dit non, j'ai pas envie de le faire maintenant. Non, mais en fait, moi, ce qui me fait, une de mes frayeurs aussi, c'est que l'IA se retrouve à faire tout et que la vie humaine perde quasiment de son sens. Qu'on touche vraiment la vie de base d'un homme, elle est absurde. On n'a pas demandé à venir au monde, on ne sait pas pourquoi on y est, mais on y est. C'est ce que je pense. Oui. Bon. Et on trouve du sens dans plein de choses et j'ai peur que les avancées IA nous enlèvent un peu du sens propre à l'humain, quoi. Et dans certains métiers, j'ai peur, surtout dans le monde de la musique. Je pense que Jean-Jacques, tu peux être d'accord avec moi. Même le cinéma. J'ai peur parce que j'ai vu, je sais pas, featuring, je sais pas, Booba avec les gars là qui se battent souvent. C'est Gims. Vous avez vu l'IA. Même même dans la musique aussi, je trouve que dans la musique, tu ne peux pas. Il y a un truc humain dans la musique là que c'est particulier. Même quand tu vois, par exemple, quand tu me dis j'écoute un truc IA, par exemple, il y avait des trucs IA un peu à la Otis Redding que j'écoute et tout. Tu peux pas.
Alors, tu sais, je vais te dire un truc, j'ai un ami qui est collectionneur vinyle. Enfin, c'est une bande de gars, c'est ce qu'on appelle des diggers. Les diggers, Ils cherchent vraiment les perles rares, des trucs à l'ancienne, etc. Et dans leur communauté, mon pote m'a expliqué qu'il y en a qui s'amusent, justement, ils mettent au défi. Et donc, ils vont chercher des heures, que ce soit sur Internet ou parfois sur des marchés de vinyle et de trucs comme ça. Mais mon ami m'a dit que parfois sur Internet, ils mettent des chansons d'un artiste qui n'existe pas. Et en fait, c'est de l'IA. Et les diggers même tombent dans le panneau en pensant que c'est... Donc, pour te dire quand même, moi, quand il m'a dit ça, j'ai fait « Ah ok, si ces gars-là, ils ont des doutes, alors que c'est vraiment les gars, c'est leur vie, quoi. Ils sont toujours à la recherche de la perle musicale du fin fond de la Colombie, par exemple. Si ces gars-là, c'est qu'il y a un truc quand même. Donc, je pense que si on revient, je pense que nos parents, d'un côté, même si nos parents, nos trucs religieux et tout, je pense d'un côté, ils avaient raison. Regardez, en ce moment où nous sommes là, on est en train de parler des l'IA et tout. Et aussi, peut-être avant, ils parlaient aussi de ça. Donc, nous, on ne comprenait pas. Du coup, même si nous, on doit parler à nos jeunes petits frères et tout, si on les parle de ça, ils vont dire, vous êtes des vieux, vous ne savez rien. Alors qu'on a peur de ça, on essaie aussi d'inventer des trucs pour les faire peur, alors que ça ne peut pas arriver. Donc, on doit avancer. Je sais pas, moi j'ai le scénario où à la toute fin, faudra débrancher Internet. Voilà, comme lui, il est en train de dire. Se battre contre. Il est en train de dire et tout. Il s'est créé des scénarios dans la tête. Alors, c'est pas moi qui me les ai créés. C'est que ces scénarios existent depuis longtemps. C'est bien le problème. C'est mon problème. Mais tu as entendu parler d'un gars qui s'appelle Philippe K. Dick? Philippe K. Dick, non, pas du tout. Philippe K. Dick, un peu, c'est celui qui a créé un peu la plupart des œuvres de science-fiction légendaires, un peu genre Blade Runner, Minority Report. Et plein de Scanner Darkly, plein de trucs. Et la plupart de ces c'est lui qui a écrit les plus grands romans de science-fiction. Les plus grands romans de science-fiction. Et lui, c'est les années 50, 60 qu'il écrivait ça. Ouais, les années 50, 60. Il a anticipé des choses qu'on voit maintenant. C'est-à-dire c'était vraiment un mec qui avait anticipé. Même quand tu vois par rapport à la peur de l'intelligence artificielle, la peur que comment on appelle un peu ça, la technologie, comment ça Qui dit qu'un grand, exactement. Hein? Non, mais Madre Toto dit aussi que qui dit que c'est une grande personne. C'est quelqu'un qui avait déjà compris tout ça. Et maintenant, on est en train de vivre presque ce qu'il avait prévu déjà il y a 50 ans. Ouais, lui, c'est un grand prophète. C'est pour ça. Je pense que quand on consomme un peu de science-fiction, on s'en inquiète d'autant plus. Parce que c'est des trucs, moi j'ai déjà réfléchi sur mon lit là, dans la nuit. Depuis longtemps, et là je vois le truc, il arrive vraiment là. J'en viens à me poser la question si presque j'aurais. Je sais pas. En même temps, ça va être à la fois fantastique, ça va être fou, mais à la fois. C'est un grand défi en tout cas pour l'humanité. Je sais pas si je suis content de le vivre ou si j'aurais préféré pas être. Vas-y. Perso, moi, je suis content, mais un peu réticent par rapport à certains trucs. Bon, je sais pas. Pour le moment, je peux pas trop me prononcer. Mais moi, en tout cas, peut-être que c'est dans mon travail. En fait, je pense aussi, Harry, c'est comme toi, tu es Genzi et que toi, tu as connu peut-être tu es un peu le gars qui est né avec le monde technologique. Tu n'as pas vu les deux mondes. Et aussi bien, il a peut-être raison. Hein, il a peut-être raison, tu vois. Il a bien plus raison que nous, finalement, tout va aller. Parce que souvent, tu vois, c'est... Moi, j'espère c'est en phase avec ça. C'est en phase avec son époque. Mais d'ailleurs, parlons vraiment de notre position géographique. C'est-à-dire l'Afrique et l'IA, quoi. C'est là, à l'instant T, en tout cas, l'IA donne enfin beaucoup plus d'armes, je pense, aussi à l'Afrique comme partout dans le monde. Donc il y a beaucoup de choses. En fait, j'ai du mal à me rendre compte à quel point l'IA va impacter le continent africain. Comme partout ailleurs, j'imagine que oui. Si je peux te truc un peu, il y a un ami qui s'appelle Mohamed Gomes, s'il voit le chat, le truc, il a commencé à faire même un webtoon. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui est un super dessinateur. Il a créé un webtoon à partir de l'IA qu'il a imaginé avec un scénario et autres et tout. Il a mis ça sur le truc de webtoon là, mais je te jure, je l'ai regardé le truc là, j'ai dit ça va ouvrir des portes à des gars qui ne pouvaient même pas imaginer qu'ils pouvaient créer. Je sais pas si tu vois. Ah oui, ça complètement. Ouais. Tu vois un peu à tout, surtout même par rapport à lui qui avait un peu des complexes, il dit je ne sais pas dessiner, je ne sais pas de trucs et tout. Le gars, il dit, mais quand je regardais souvent les histoires qu'il écrivait, je dis, mais pourquoi tu ne tentes pas peut-être à demander à quelqu'un et autre. Et maintenant, quand il y a eu l'IA, il s'est concentré de trucs. Il a sorti, je vais vous montrer ça un peu après. Ouais.
Il a sorti son webtoon, un peu, je crois que ça s'appelle Cosmos, je sais pas quoi, et tout, c'est un peu un truc space opéra. J'ai regardé, j'ai dit, mais regarde comment ça est en train de créer même des vocations, même pour des gens qui n'imaginaient même pas se retrouver là-dedans. Je sais pas si tu vois un peu ce que je dis. Tu m'aurais dit que cette personne-là tente à écrire un scénario, un œuvre et autres, et tout, et la poste, il y a 5 ans, 6 ans, 10 ans, je t'aurais dit que non, il va pas se lancer. Donc c'est un peu ça, un peu pour l'Africain. Je pense que ça ouvre un peu.